Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ma soutenance de thèse. Cette thèse a été encadrée par Nathalie Breda et Catherine Chaumet et la bourse financée par le département Éconil et les différentes expérimentations de la thèse par le département Santé des Forêts, la région Grand Est et le LabExPAR. Et donc, comme indiqué dans le sujet de la thèse, nous allons nous intéresser au hêtre, qui est une des principales espèces d'arbres européennes, qui présente sur la plupart du continent européen, de l'Atlantique à la mer Noire et de la Méditerranée jusqu'au sud de la Norvège. Et en France, il représente une des principales essences. C'est ainsi la troisième espèce en volume d'après l'IGN. Et jusqu'à maintenant, cette espèce est peu connue pour subir des dépérissements. Et sa croissance radiale a même augmenté tout au long du XXe siècle, comme l'a pu observer Vincent Badeau au cours de sa thèse. Mais en 2018, il s'est passé un événement d'une ampleur exceptionnelle, qui était une sécheresse, qui a touché l'Europe centrale, donc centrée sur l'Allemagne, et qui a aussi touché le quart nord-est de la France, qui va nous intéresser par la suite de la thèse. Et donc c'était ainsi une sécheresse d'une très grande ampleur au niveau européen, mais aussi d'une très grande intensité. Donc depuis 1959, c'est la sécheresse la plus intense enregistrée. Et en plus de cela, elle a été suivie des années 2019 et 2020, qui ont été aussi 2 années de sécheresse intense. Et donc cette succession d'événements de sécheresse, d'épisodes de sécheresse, est ainsi le plus intense connu depuis 1959. Et donc, en conséquence de cette succession de déficits hydriques, les premiers signes de réaction d'être ont été observés dès l'été 2018 avec des rougissements et des chutes foliaires précoces, mais c'est surtout au printemps 2019 que le dépérissement s'est manifesté par des déficits foliaires très importants, des mortalités de branches, voire d'arbres entiers, ainsi que des surpoids corticaux, des écoulements noirâtres le long du tronc. Et j'avais déjà fait mon stage de fin d'études sur le dépérissement du hêtre en Franche-Comté, et j'avais noté sur un réseau de placettes systématique un taux de mortalité de 0,9%, ce qui peut sembler faible, mais en comparaison du taux de 0,1% observé sur le réseau de suivi du TSF sur la période 1989-2020, ça représente une très nette augmentation. Et donc, ces symptômes sont parfois accompagnés d'attaques biotiques. Donc, ce sont des ravageurs secondaires. Donc, typiquement, les plus observés sont le bupreste vert et le petit scolyte du hêtre, qui sont dits ravageurs de faiblesse parce qu'ils vont principalement attaquer des arbres vulnérables. Et donc, pour les détecter, c'est assez compliqué parce que les attaques ont principalement lieu dans le haut du tronc et dans le houppier. Et donc, il faut inspecter minutieusement ces parties-là de l'arbre pour essayer de détecter des trous d'envol comme ici, pour gratter l'écorce, pour essayer de découvrir les galeries. Et il y a aussi tout un tas d'autres pathogènes qui peuvent être observés, dont un des principaux observés est le Bisconioxia nummularia, qui fait des grandes taches noires sur l'écorce. Et donc, nous sommes donc face à un cas de dépérissement, qui sont des phénomènes complexes, pluriannuels et multifactoriels, qui entraînent généralement la déterration générale de l'arbre, parfois jusqu'à la mort, mais pas systématiquement. Et donc, il y a plusieurs façons de représenter ces dépérissements forestiers. Le cadre historique est celui de Magnon, qui a représenté les dépérissements comme une spirale, en fait. On part dessus de facteurs de prédisposition, qui vont ensuite, lorsque l'aléa, donc le facteur déclenchant, va avoir lieu, vont faire que les arbres vont être plus vulnérables et réagir plus fortement à cet aléa, et potentiellement jusqu'à la mort de l'arbre, au milieu de la spirale. Et une autre représentation qui va nous suivre pour tout le reste de la thèse est celle de ce trèfle, qui représente le dépérissement forestier comme l'interaction entre un ou plusieurs aléas, des facteurs de vulnérabilité et des enjeux. Enjeux qui peuvent être la production de bois ou le maintien d'espèces dans sa niche écologique. Et donc, je vais vous présenter deux exemples de dépérissement. Donc ici, on va s'intéresser à 2 peuplements théoriques sur des réserves utiles, donc très décontrastées. Dans la réserve utile en eau, c'est la capacité du sol à stocker de l'eau. Un qui va stocker 100 mm, l'autre 300 mm. Et les conséquences de cette différence, c'est une plus forte exposition au déficit hydrique. Donc, dans le sol où la réserve utile est plus faible, le début de la déficit hydrique sera plus précoce, la sécheresse va durer le déficit hydrique va durer plus longtemps et son intensité sera plus importante. Donc, dans cet exemple, c'est quasiment 3 fois plus important
que pour l'exemple la bonne réserve utile en verre. Et donc, en conséquence de cela, on observe un risque de mortalité plus important sur les sols superficiels par rapport aux sols profonds avec une forte réserve utile. Mais il existe d'autres facteurs de vulnérabilité qui sont ici. C'est une étude en milieu tropical où les gros arbres étaient plus vulnérables face à la sécheresse, puisqu'on a observé les plus forts taux de mortalité. Mais il existe de nombreux autres facteurs de vulnérabilité à l'échelle individuelle, peut être le statut social de l'arbre, sa croissance passée, son âge, ou des facteurs à l'échelle du peuplement, qui peut être la fertilité du sol, ou les caractéristiques dendrométriques comme la densité de tiges. Voici un autre exemple où on se place dans le cas, il y a un cas qui va nous intéresser, qui est la conjonction d'un épisode de sécheresse et d'attaque d'insectes cambiophages. On retrouve les insectes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont dits cambiophages parce qu'ils se nourrissent du cambium des arbres. Et donc, certains arbres vont être davantage attaqués par les insectes que d'autres. Par exemple, dans cette étude, les sapins qui avaient la croissance radiale la plus faible étaient davantage attaqués par les scolytes, ou chez des chênes nord-américains, les individus dont les réserves en amidon étaient les plus faibles pendant l'hiver étaient davantage attaqués par les agriles au printemps suivant. Et donc, l'interaction entre les vulnérabilités des arbres et les préférences écologiques des insectes, ainsi que l'intensité du stress, va conduire à différents patterns de mortalité dans ce cas de conjonction sécheresse plus attaque d'insectes. Donc, par exemple, chez les pins, cette étude avait montré que les gros individus, quel que soit leur niveau de stress, mourraient davantage suite à ces deux aléas cumulés par rapport aux petits individus. Et donc, comme je vous ai présenté au début, nous sommes dans un cas où le hêtre est passé d'un état sanitaire favorable à un dépérissement. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les hêtres vont mourir de façon inéluctable ou est-ce qu'au contraire, ils vont être capables de récupérer après ce dépérissement et donc d'être résilients. Donc la résilience, c'est une notion importante en écologie qui peut être définie comme la capacité d'un écosystème, d'un individu, une fonction à retrouver les performances ou l'état qu'il avait avant celle-ci. Et donc, jusqu'à maintenant, le hêtre était plutôt considéré comme une espèce résiliente aux épisodes de sécheresse. Mais ici, on a suivi le déficit foliaire et la croissance en hauteur du hêtre sur plusieurs années. Et donc, dans le premier cas à gauche, il y a eu une sécheresse en 2003, très intense en France. Et donc, l'année suivante, le déficit foliaire a fortement augmenté pour les hêtres, mais au bout de 3-4 ans, la plupart des individus avaient retrouvé un déficit foliaire du même niveau qu'avant la sécheresse. Et on observe la même chose pour la croissance, que ce soit la croissance radiale, ici la croissance en hauteur, ou chez des hêtres qui soient sains ici ou dépérissants. Après la sécheresse de 1976, où il y a eu un fort déclin de croissance, ils ont aussi retrouvé en 3-4 années les niveaux de croissance qu'ils avaient avant la sécheresse. Et donc, pour nous aider à comprendre mieux ce phénomène de dépérissement, et surtout si le hêtre sera capable d'être résilient à la sécheresse de 2018-2020, nous pouvons nous intéresser aux mécanismes physiologiques qu'il y a derrière le dépérissement et la mort des arbres. Donc, il y a deux principaux mécanismes qui sont pensés comme étant impliqués dans les mortalités d'arbres. C'est la rupture hydraulique et la famine carbonée, dont la part respective dans les processus de mortalité dépendrait des caractéristiques de la sécheresse. Donc, dans le premier cas, on va choisir, c'est la rupture hydraulique, lors de sécheresse très intense, mais de courte durée. Et donc, dans ces situations, la tension sur la colonne d'eau dans les xylèmes peut devenir tellement forte que la colonne d'eau va rompre, ce qui va en suivre un phénomène de cavitation puis d'embolie, ce qui va empêcher la circulation de l'eau dans le xylème des arbres. Et si cette embolie se propage à une majorité de vaisseaux, l'eau ne circule plus et l'arbre meurt de soif. Et l'autre cas, c'est la famine carbonée, où on pense qu'il peut avoir lieu lorsque les sécheresses sont de moins grande intensité, mais durent plus longtemps dans le temps. Parce que, en situation de déficit hydrique, les arbres ferment leurs stomates, ils vont réguler ainsi leur transpiration, leur perte d'eau, mais ça va aussi limiter leur assimilation de carbone via la photosynthèse. Et donc, sauf qu'ils ont toujours des besoins métaboliques qui vont alimenter grâce à leurs réserves, sauf que si cette situation se prolonge trop longtemps dans le temps, ces réserves peuvent finir par s'épuiser et aboutir potentiellement à la mort des arbres. Et donc, on sait que potentiellement la rupture hydraulique est responsable
les mortalités de rameaux, comme on peut observer sur cette photo, ou chez des jeunes hêtres, il a déjà été observé que la rupture hydraulique était un fait, pouvait mener à la mort de ces jeunes individus lors d'une sécheresse intense. Par contre, on manque vraiment d'évidence de cela sur des arbres adultes. Et par ailleurs, comme le dépérissement, les dépérissements de façon générale, notamment celui du hêtre, sont des phénomènes pluriannuels, cela suggère que le carbone est aussi impliqué dans le dépérissement, et c'est pour ça qu'on va s'y intéresser par la suite de la vie. Justement, on y vient. En situation normale, le carbone est assimilé par la photosynthèse, donc sous forme de dioxyde de carbone. Il est ensuite converti en glucides non structuraux. Une partie d'entre eux vont être stockés et le reste peut être distribué à de nombreuses fonctions. Donc il y a d'abord le métabolisme qui est dit primaire parce qu'il permet en fait, il répond à tous les besoins de développement, de reproduction et de croissance des arbres. Et donc ça correspond aux fonctions de respiration, croissance, reproduction, osmorégulation et export. Il y a aussi un métabolisme dit secondaire qui fait plutôt des biosynthèses chimiques complexes qui vont avoir un rôle dans produire des molécules de défense ou des composés organiques volatiles. Et donc nous, dans la thèse, nous allons nous intéresser spécifiquement aux fonctions de croissance, de reproduction et de stockage. Justement, ce stockage, il a lieu dans des tissus qu'on appelle des parenchymes, qu'on peut observer ici, où les grains d'amidon apparaissent en violet. Et donc ces tissus sont présents dans l'ensemble des organes des plantes, mais les principaux organes de stockage chez le hêtre, ce sont le tronc et les grosses racines. Et donc ces réserves sont très importantes parce qu'elles permettent de tamponner le décalage entre les besoins des plantes et la disponibilité en carbone. Et donc c'est notamment le cas au printemps, où les réserves vont être mobilisées pour produire les feuilles et les fleurs au moment du développement. Donc on observe une petite diminution des réserves d'amidon, de sucre et d'amidon à ce moment-là, qui vont être reconstituées tout au long de la saison de végétation. Et au moment de la chute des feuilles, elles sont maximales et sont encore une fois très importantes parce que c'est elles qui vont permettre à l'arbre d'alimenter son métabolisme pendant l'hiver où il n'a plus de feuilles, donc de photosynthèse. Mais en situation de sécheresse, l'allocation du carbone en différentes fonctions va être modifiée. Donc, comme je l'ai déjà dit, en premier lieu, les arbres vont réguler l'ouverture de leurs stomates, qui vont fermer. En conséquence, la transpiration et l'assimilation de carbone, la photosynthèse seront plus faibles. Et la croissance aussi va s'arrêter dès que l'arbre est en situation de déficit hydrique. Et donc, par rapport à la situation normale où ce carbone peut être distribué à toutes les fonctions, et bien là, des compromis vont avoir lieu entre ces différentes fonctions. Et notamment, le stockage va jouer un rôle important parce que les réserves vont être mobilisées pour justement alimenter une partie de ces fonctions, notamment la fonction de défense, parce que les réserves peuvent être utilisées pour produire des molécules de défense contre les ravageurs secondaires. Et donc, ce rôle des réserves en situation de déficit hydrique, ça suggère que ces réserves sont aussi impliquées dans le dépérissement du hêtre. D'ailleurs, les réserves en situation de sécheresse, dans un premier temps, elles sont maintenues, comme il a été observé dans cette étude sur des hêtres qui avaient à peu près 8 ans. Et donc, après 2 ans de sécheresse, les réserves des arbres stressés sont à peu près équivalentes, voire supérieures à celles des arbres témoins. Par contre, après 3 années, les réserves des arbres ont fini par diminuer, voire à s'épuiser chez ceux qui sont morts au cours du suivi. Donc cela suggère que les réserves carbonées des arbres sont impliquées dans un seuil ici, un seuil physiologique qui peut mener à la mort des arbres si celui-ci est franchi. Et ce seuil serait aussi interdépendant de la disponibilité en eau et des capacités de défense des arbres. Et donc là, je vous ai présenté un contexte assez large qui nous a permis de nous poser plusieurs questions, dont la première est celle-ci. Les attaques de ravageurs secondaires suite à la sécheresse de 2018-2020 modifient-elles l'allocation du carbone en fonction de croissance, stockage et reproduction? Et donc, je reprends le concept présenté tout à l'heure, où on se place en 2018 lors de la sécheresse extrême. Donc, à ce moment-là, il y a eu un risque de perturbation physiologique pour les arbres. Et 3 ans après la récurrence de 3 sécheresses intenses et les attaques cambiophages, il est possible que ces 2 aléas aient des conséquences physiologiques sur les arbres, perturbations physiologiques qui pourraient devenir des facteurs de vulnérabilité face aux attaques d'insectes. Et donc, pour cela, nous allons étudier le rôle de la croissance passée et du niveau de réserve carbonée des hêtres. Notre deuxième question,
Et les réserves carbonées sont-elles impliquées dans un seuil de basculement physiologique entre la mort et la résilience des êtres à la sécheresse? Et donc, je reprends notre concept. Cette fois-ci, on va considérer le risque d'augmentation du déficit foliaire, parce que cet indice, dont on reparlera par la suite, est une des façons de caractériser le dépérissement des arbres. Et donc l'année suivante, le déficit foliaire a augmenté de façon très importante chez certains êtres. Et donc, ce fort déficit foliaire pourrait maintenant constituer un facteur de vulnérabilité vis-à-vis du risque de mortalité. Ce qu'on a observé aussi, c'est que cette augmentation du déficit foliaire n'est pas observée de façon si importante chez tous les individus. Donc, il pourrait être intéressant de comprendre pourquoi on observe une telle différence entre êtres, parfois au sein du même peuplement. Et donc, pour cela, nous allons étudier le rôle potentiel de la croissance passée. Et par ailleurs, comme dit à l'instant, nous allons nous intéresser aux réserves carbonées et pour voir si elles sont impliquées dans un seuil de basculement physiologique. Et donc, si c'est le cas, le niveau de réserve carbonée constituerait aussi un facteur de vulnérabilité, potentiellement en relation avec le déficit foliaire des arbres. Et donc, pour répondre à ces deux questions, la thèse a été basée sur trois dispositifs à trois échelles différentes, donc à l'échelle de la parcelle, du massif forestier et l'échelle régionale. Et donc, le premier dispositif était réalisé pour une étude à l'échelle de l'arbre entier des conséquences physiologiques de la conjonction des attaques d'insectes cambiophages et de la sécheresse de 2018-2009. Et donc, ce peuplement est situé dans les conditions écologiques normales, en tout cas moyennes pour le hêtre, mais il est en situation de dépérissement assez avancé. La deuxième approche que je vais vous présenter est un réseau dans les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté pour un suivi annuel des réserves et du déficit foliaire des arbres. Et donc, ce réseau balaye un large gradient de conditions écologiques et aussi de situations de dépérissement, et ce qui va nous permettre d'étudier la trajectoire entre la résilience et la mort des êtres. Et le troisième dispositif, dont je ne vous présenterai pas les résultats dans cette présentation, est une chronoséquence, donc qui a été, elle, réalisée dans Esques, en Moselle, qui est une forêt domaniale où les conditions écologiques sont extrêmement favorables aux êtres, les sols sont très fertiles, avec des réserves utiles en eau très élevées. Et donc, dans ce peuplement, aucun signe de dépérissement n'a été observé, notamment. Et ce qui nous a permis d'étudier l'effet de l'âge sur la résilience de la croissance et la sécheresse. Donc, j'en viens à la première partie. Donc, on va étudier l'impact des ravageurs secondaires sur l'allocation du carbone d'êtres dépérissants après la sécheresse extrême de 2018-2020. Et donc, pour remettre un petit peu de contexte, je vous ai présenté les ravageurs secondaires du hêtre que l'on connaît, mais en fait, on connaît assez mal leur contribution exacte au dépérissement du hêtre. Et donc, pour étudier cela, nous avons deux approches. Une approche synchronique, où on étudie d'une année donnée le stockage et la reproduction des êtres, et une approche diachronique, où on va reconstruire la croissance radiale passée des êtres. Et donc, dans cette expérimentation, peu d'arbres par rapport aux autres ont été sélectionnés, mais leur échantillonnage était très intensif. Et donc, nous avons trois hypothèses. La première est que les arbres qui sont plus attaqués par les insectes ont une croissance radiale plus faible que ceux qui ne sont pas attaqués. Ensuite, les concentrations de réserves carbonées seront plus faibles que chez les individus fortement attaqués par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et enfin, les arbres subissant les attaques biotiques réduisent l'allocation du carbone aux fonctions de croissance et de stockage, mais maintiennent ou augmentent celles à la reproduction. Et donc, j'en viens à présenter les méthodes pour cette expérimentation, où notre site d'étude se situe à Bliesbruck, dans le nord de la Moselle. Et donc, c'est un peuplement de hêtres matures, avec l'âge moyen est de 156 ans, qui a été sévèrement affecté par la sécheresse de 2018-2020. Donc, on peut le voir ici avec des symptômes de déficit foliaire, voire de mortalité branche, parfois très importants. Et en conséquence, l'Office national des forêts avait prévu une coupe sanitaire à l'automne 2020 dans cette parcelle. Et donc, avant cette coupe, le peuplement a été décrit et 46 arbres ont été sélectionnés. Et aussi, là, le sol a été décrit, et ce qui nous a permis de calculer le déficit hydrique, de contrôler l'intensité du déficit hydrique sur l'ensemble de la parcelle, et donc aussi de le calculer. Donc avec, encore une fois, le modèle Bigjou.
Et donc, avant abattage, les arbres ont été mesurés en hauteur et en circonférence, et leur déficit foliaire a été évalué d'après le protocole de l'ICP Forest. C'est le protocole utilisé à l'échelle européenne pour mesurer, noter le déficit foliaire des arbres. Donc le principe, c'est on regarde la partie supérieure du bouquet et on estime le manque de feuilles par rapport à un arbre idéal dont le déficit foliaire serait nul. Et donc dans cet exemple, le déficit foliaire ici est estimé à 80%. Et donc une fois que les arbres ont été abattus, avec l'aide de personnel du département de la santé des forêts, nous avons décrit les attaques d'insectes le long du tronc, donc de l'empattement des arbres jusqu'au sommet du hoquet, donc pour noter le nombre d'attaques et la longueur d'arbres affectés par ces attaques. Ces informations ont ensuite été agrégées en 3 classes. Donc la classe A où aucune attaque significative n'a été observée, la classe B où les arbres sont modérément attaqués par les insectes, et la classe C où les arbres sont très fortement avec des trous, souvent de l'empattement jusqu'au sommet des arbres. Et donc, on a aussi vérifié qu'il n'y avait pas de biais potentiel entre ces différentes classes. En tout cas, nous n'avons observé aucune différence de diamètre entre les classes d'attaque biotique. Ensuite, de nombreux échantillons ont été récoltés sur les arbres pour la croissance et l'étudier les réserves carbonées. Donc, pour ces réserves, les arbres ont été échantillonnés dans les grosses racines, dans le tronc à l'empattement à 11 mètres et à 22 mètres. 3 branches ont été récoltées, elles-mêmes échantillonnées à la base de la branche, dans les rameaux de l'année 2019 et de l'année 2020. Et lorsqu'il y avait des fruits sur les branches, l'ensemble a été récolté. Et pour la croissance, la convention en dendrochronologie prélevait une carotte à 1,30 m de haut, mais l'Office national des forêts ne nous a pas toujours autorisé à le faire, donc parfois, sur certains individus, une carotte a été prélevée à 11 mètres. Et donc, pour l'analyse dendrochronologique, le principe est tout simplement de mesurer la largeur des cernes des arbres. Ensuite, on réalise une interdatation pour attribuer à chaque cerne l'année réelle à laquelle il a été produit. Et ensuite, pour pouvoir comparer les arbres, il faut pouvoir les détendancer de certains effets. Donc nous avons détendancé de l'effet de l'âge et de la hauteur de carottage. Donc, ce qui nous permet ensuite d'étudier et de comparer leur croissance. En ce qui concerne les réserves carbonées, un dosage enzymatique de l'amidon puis des sucres solubles, donc glucose, fructose et saccharose, a été réalisé. Et donc pour les racines, les branches et les rameaux, ces organes ont été dosés en entier. Par contre, pour le tronc, les carottes ont été divisées en plusieurs sections de 2 cm pour ensuite, ça nous permet de voir l'évolution radiale aussi des réserves carbonées des arbres. Et donc pour le bas du tronc, des carottes de 2 cm ont été, les sections de 2 cm ont été, les 5 premières de sections de 2 cm ont été utilisées et le reste dosé en entier. Et pour les carottes du milieu, du haut du tronc, seules les 3 premières sections de 2 cm ont été dosées séparément. Et donc, à partir de ces informations-là, on a réalisé un changement d'échelle. Donc, par exemple, de la concentration en glucides non structuraux à la quantité de carbone de réserve. Et donc, le principe est, pour la croissance, nous connaissons la largeur du CERN 2020. Nous avons ensuite déduit de cette largeur le volume du CERN 2020, que nous avons multiplié par la densité du bois et par la proportion de carbone dans le bois de hêtre, et ce qui donne la quantité de carbone allouée à la croissance radiale en 2020. Pour les réserves, donc on a des concentrations en grammes par 100 grammes de matière sèche, et donc ils sont exprimés en équivalent glucose. Donc on multiplie cette concentration par la biomasse de l'organe considéré, donc biomasse qu'on a calculée à partir d'équations d'allométrie, et par la proportion de carbone dans le glucose, parce que justement, c'est comme ça qu'on a exprimé la concentration par rapport à des équivalents glucose. Et ce qui nous donne la quantité de carbone de réserve dans l'arbre en fin 2020. Pour la reproduction, la masse de faine par arbre a été multipliée par la biomasse de branche et la proportion de carbone dans les faines, ce qui nous donne la quantité de carbone allouée à la reproduction. Et nous arrivons maintenant au premier résultat. Et donc ici, on observe la croissance radiale des hêtres de Bliesbach de 1959 à 2020. Et donc, on observe dans un premier temps une certaine stabilité de la croissance jusqu'à 1990, mais à partir de là, on observe un déclin de croissance radiale, quelle que soit la classe d'attaque biotique, mais à partir
de 2009-2010, ce déclin de croissance s'accentue pour les arbres qui seront fortement attaqués par les insectes en 2020, de façon plus nette que pour ceux qui ne sont pas attaqués. Et cette diminution de croissance radiale générale, à partir de 1990, semble liée à l'augmentation de l'intensité des déficits hydriques sur cette même période. Vous pouvez le voir en bas. Maintenant, nous allons nous intéresser aux concentrations en glucides non structuraux dans les différents compartiments du hêtre. Et donc, dans les racines, les grosses racines, on observe une diminution de la concentration chez les arbres de la classe C, donc plus attaqués par les insectes, par rapport à ceux qui ne sont pas ou peu attaqués. Et c'est surtout dû à une diminution de la concentration en amidon en bleu et en saccharose en vert. On observe une tendance similaire à l'empattement du tronc, où les concentrations sont plus faibles, mais de façon générale. Mais on observe aussi cette diminution chez les arbres les plus attaqués par les insectes, encore une fois surtout l'amidon et le saccharose. Et on observe la même chose à 11 mètres, ainsi qu'à 22 mètres. Chaque fois, on observe ce même déclin, surtout dans les premières sections du tronc. En revanche, nous n'avons observé aucune différence de concentration entre les classes d'attaque biotique pour les branches et les rameaux, où les concentrations sont relativement élevées, quels que soient les niveaux d'attaque. Et donc maintenant, c'est le passage en quantité de carbone qui est présenté ici. Donc ici, on observe la quantité de carbone de réserve par classe d'attaque biotique. Et donc, de la même façon que ce qu'on avait observé pour les concentrations, les quantités de carbone de réserve dans les grosses racines et dans le tronc sont plus faibles chez les arbres fortement attaqués par les insectes que chez ceux qui ne le sont pas. Et aucune différence n'est observée dans les branches. Et de façon générale, la quantité de carbone de réserve à l'échelle de l'arbre est plus faible chez ces individus fortement attaqués par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et maintenant, nous nous intéressons aux fonctions de croissance et de reproduction. Et aucune allocation différente de carbone à ces deux fonctions n'a été observée en fonction de la classe d'attaque. Il semble y avoir des petites tendances, mais celles-ci n'apparaissent pas significatives, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Et donc, j'en viens à la conclusion de cette partie, où j'ai comparé mes individus entre eux, mais ce sont des arbres qui ont tous subi la sécheresse extrême de 2018-2020. Et donc, mais il manque un peu de contexte pour les mettre en relatif par rapport à un arbre, un être témoin que nous n'avons pas ici, et donc témoin qui est issu de la littérature scientifique. Et donc, si on compare, par exemple, les réserves carbonées de nos individus de Bismuth par rapport à ceux de la littérature, on observe que les arbres qui sont attaqués ou pas par les insectes, ils ont tous des réserves plus faibles que ce qu'on observerait chez des arbres en bonne santé, et c'est un déclin d'autant plus marqué que les arbres sont attaqués par les insectes. Pour la croissance radiale, on avait déjà vu précédemment qu'ils avaient connu un déclin de croissance par rapport aux années 90, et donc en effet, même les arbres non attaqués par les insectes ont connu un déclin de croissance dans les dernières années, et des déclins plus marqués chez les arbres fortement attaqués par les insectes. Par contre, si on s'intéresse à la reproduction, eh bien, les arbres de Bisbruck, malgré l'intensité des déficits hydriques qu'ils ont subis, ils ont alloué des quantités similaires de carbone à cette fonction. Et donc, notre hypothèse de départ a donc été validée, où on pensait qu'ils avaient alloué des quantités plus fortes ou similaires, donc similaires dans notre cas. Et par contre, ils ont bien connu un déclin des réserves carbonées et de leur croissance radiale. Et donc, on peut faire quelques perspectives à ce travail. Donc, la première, c'est que je vais un petit peu citer la fonction de défense en introduction, qui est sans doute très importante pour se défendre justement de ces attaques biotiques, mais il ne nous a pas été possible de la mesurer, parce que c'est très compliqué et on connaît mal les molécules de défense impliquées chez le hêtre. Et donc, ce serait une perspective intéressante à ajouter à ce travail, donc, pour étudier l'allocation du carbone à la fonction de défense. Peut-être que la modélisation peut nous aider pour répondre à cette question. Et autre chose, nous ne connaissons pas la date d'occurrence des attaques biotiques. Donc, ce qui ne nous permet donc pas de savoir si les insectes ont davantage attaqué les arbres qui avaient des réserves carbonées faibles, ou si les attaques d'insectes ont entraîné un déclin des réserves carbonées. Et donc, il nous faudrait ajouter, dans un monde idéal, il faudrait connaître aussi la dynamique temporelle de ces attaques d'insectes, potentiellement par piégeage, pour essayer de suivre leur population. J'en arrive maintenant à la seconde question.
où on va tâcher de comprendre les processus influençant la trajectoire entre la résilience de la croissance et la mortalité des êtres après l'épisode de sécheresse 2018-2020. Et donc, en 2019, lorsque les premiers symptômes du dépérissement se sont révélés, deux questions se sont posées par beaucoup de monde, et notamment par le département de la santé des forêts. C'est la première étant, est-ce que les hêtres vont être capables de récupérer après une telle sécheresse? Et si oui, est-ce qu'il est possible de distinguer les individus qui vont être résilients de ceux qui ne le seront pas? Et si c'est le cas, est-ce que le déficit foliaire permet justement de distinguer en 2019 les futurs arbres résilients? Et donc nous sommes basés sur ces questions, mais notamment le DSF qui a, pour répondre à ces questions, créé un réseau de placettes que l'on voit ici dans les régions Grand Est et Franche-Comté. Et donc nous aussi, nous sommes basés sur ce réseau pour encore une fois deux approches synchroniques et diachroniques, où ici nous avons suivi pendant plusieurs années le déficit foliaire des arbres et les réserves carbonées, et aussi fait étudier la croissance radiale des arbres. Donc avec encore une fois trois hypothèses. La première est que les arbres, les hêtres dont la croissance radiale passée est la plus faible, montreront une résilience de la croissance à la sécheresse plus faible que ceux qui poussent de façon dans une meilleure croissance. Ensuite, que l'allocation du carbone, maintenir cette allocation du carbone à la fonction de stockage va favoriser la résilience des hêtres à la sécheresse de 2018-2020. Et qu'enfin, que l'épuisement des réserves carbonées des arbres augmente leur probabilité de mortalité. Et donc, on se base, encore une fois, comme je l'ai dit, sur le réseau installé par le département de la santé des forêts en 2019, donc nous avons étudié une trentaine de placettes. Chaque placette est constituée de 15 arbres. Donc normalement, l'objectif était d'avoir 5 arbres de 3 catégories de déficit foliaire. La première étant des arbres avec un déficit foliaire de 25% ou moins, des arbres qui ont peu de symptômes de dépérissement. 5 autres qui, au contraire, ont des symptômes très importants, donc un déficit foliaire de 75% ou plus, et 5 arbres qui sont entre les deux, donc entre 30 et 70%. Et donc, ce déficit foliaire, il est suivi annuellement, donc nous, de 2019 à 2022, par les correspondants observateurs du département de la santé des forêts, oui, qui est noté en juillet. Nous, de 2020 à 2022, nous avons prélevé à l'automne une carotte à l'empattement des hêtres sur l'ensemble du réseau. Et en 2022, une autre carotte a été prélevée à 1,30 m pour étudier la croissance radiale des hêtres. Et ensuite, aussi, sur chacune des placettes, une fosse pédologique a été creusée, ce qui nous a permis de calculer le déficit hydrique sur chacune de ces placettes, encore une fois avec Bijou. Et donc, ce que l'on observe, c'est que on constate une certaine variabilité de l'intensité du déficit hydrique 2018-2020, et que de façon générale, sur l'ensemble du réseau, les déficits hydriques ont été extrêmement intenses pour la plupart des peuplements. Et donc, nous avons encore une fois réalisé un dosage des réserves carbonées par la même méthodologie que présentée précédemment, à partir des carottes prélevées à l'empattement de 2020 à 2022. Et de même, il y a aussi une analyse dendrochronologique avec celle prélevée à 1,30 m. Donc pour la croissance, 431 arbres ont été étudiés et 292 pour les réserves. Donc l'âge moyen des hêtres du réseau est de 129 ans, avec un minimum à 47 et un maximum à 221 ans. Une partie de ce travail a été réalisée en Suisse, au WSL, où j'ai eu la chance de faire un séjour de 3 mois, et donc permis d'utiliser cette petite machine qui s'appelle le Skippy, et faire des belles images de carottes comme celle-ci, et ensuite faciliter mon travail de dendrochronologie. En ce qui concerne l'analyse dendrochronologique, nous avons aussi fait une standardisation de la croissance pour la détendancer de l'effet du vieillissement. Et donc le principe, c'est de réaliser une courbe comme celle-ci entre la surface de cerne et l'âge cambial. Et ensuite, on divise la croissance brute des arbres par la valeur de cette courbe à l'âge cambial correspondant. Donc, ce qui nous donne un indice de croissance qui ensuite qui a été utilisé pour calculer 3 différents indices, qui sont l'indice de résistance, récupération, résilience. Le principe est très simple, c'est le ratio de la croissance sur différentes périodes, et un qui, notamment nous intéresse à la résilience, qui est le ratio de la croissance moyenne sur une période de récupération. Donc, nous avons choisi 2021-2022 sur une période de référence, qui est ici 2012-2017.
Et donc, voici les résultats de ce travail. Et donc, nous voyons ici le déficit foliaire annuel de 2019 à 2023 pour les trois classes de déficit foliaire, où on observe bien une nette différence de déficit foliaire au début du suivi, mais une dégradation, une accentuation du déficit foliaire pour les arbres qui avaient moins de 25% et entre 30 et 70% de déficit foliaire en 2019, et qui se rapproche des arbres qui étaient les plus défoliés en 2019. Mais eux, comme on ne peut pas aller au-delà de 100%, le déficit foliaire n'augmente pas. Et donc ici, on revoit la même courbe de la chronologie de croissance que tout à l'heure, mais on compare nos trois classes de déficit foliaire 2019, donc de 1959 à 2022. Et donc, sur la première période, 1959-2007, on a constaté une augmentation de la croissance radiale pour l'ensemble des arbres, mais un décrochage de la croissance après 2008 et décrochage beaucoup plus important pour les arbres de la classe de déficit foliaire 75% et plus, où leur croissance radiale est plus faible que celle des deux autres pour chaque année. Ici, nous observons les concentrations en glucides non structuraux annuels, donc où l'amidon en bleu et les sucres solubles en rouge sont distingués. Donc en 2020, 21, 22, pour les trois classes de déficit foliaire. Et donc on observe que la classe de déficit foliaire 75% et plus, ces individus-là ont des concentrations en réserve carbonée plus faibles que les autres classes, et ce, quelle que soit l'année. Donc en particulier pour l'amidon, où la différence est significative tous les ans, et dans une moindre mesure pour les sucres solubles, où seule l'année 2021 n'a pas de différence significative. Par contre, aucune différence n'est observée entre les deux premières classes de déficit foliaire. Et si l'on considère toutes les classes ensemble, eh bien, les concentrations en glucides non structuraux ont diminué de façon générale de 2020 à 2022. Et donc, ici, on observe vous pouvez voir la résilience de la croissance radiale à la sécheresse de 2018-2020 en fonction de la concentration en amidon, encore une fois, en 2020. Et donc, on a observé une relation significative, mais qui reste assez modeste, avec un R carré seulement de 0,13. Et donc, qui fait que la relation est faible et explique relativement peu, contrairement à notre hypothèse, de la résilience de la croissance radiale à la sécheresse. Par contre, nous avons observé une nette différence de réserve entre les arbres qui restent vivants tout au long du suivi et ceux qui meurent, avec une forte diminution des concentrations en sucre soluble et un presque épuisement total des concentrations en amidon. Et ici, si on s'intéresse au suivi à l'évolution sur les 3 années, on observe, comme je vous l'avais dit, une diminution de la concentration en réserve carbonée chez les arbres qui restent vivants et une diminution plus marquée chez ceux qui étaient les plus défoliés en 2019 et chez les arbres morts au cours du suivi, qui sont ici en nuances de gris. Et donc, l'année correspondant à la couleur correspondant à l'année où ils sont morts, on observe une diminution de ces réserves jusqu'à leur mort. Donc, par exemple, ceux-là, plus intéressants, c'est ceux qui sont morts en 2022, où on parle d'une concentration un petit peu inférieure à 1 gramme pour 100 grammes de matière sèche, et la concentration diminue chaque année jusqu'à la mort des arbres, où la concentration n'est pas nulle, mais très faible. Et donc, c'est pour ça que j'ai modélisé la probabilité de mortalité en fonction de la concentration en glucides non structurants en 2020, mais aussi la croissance radiale et du déficit foliaire. Et donc, on a observé que ces trois paramètres permettaient de modéliser la probabilité de mortalité des arbres, et en particulier les réserves carbonées et la croissance de 2020 apparaissent comme des bons prédicteurs de mortalité, où la plupart des arbres qui meurent ont une croissance très faible avant de mourir, et que les arbres qui passent sous le seuil de 0,14 grammes pour 100 grammes de matière sèche ont aussi une très forte probabilité de mourir dans les 3 années qui suivent. Donc le déficit foliaire aussi permet de distinguer, donne aussi une certaine idée des arbres qui vont mourir par la suite, mais ce prédicteur de mortalité est bien moins performant, où on a seulement 40% de mortalité juste quand on se prend le seuil de 25% ici. En conclusion, donc les dépérissements forestiers sont des processus qui sont
impossible en général à prévoir et qui se déroule sur plusieurs années. Donc c'est très difficile de suivre un même individu tout au cours du dépérissement. Et donc pour cette conclusion, nous avons représenté l'évolution du dépérissement en le caractérisant par des êtres à différents stades de ce dépérissement. Et on se place en relatif d'un arbre de référence, ici, hors situation de dépérissement, donc avec une croissance et des réserves optimales pour le être. Et donc, ici, j'ai exprimé la croissance des êtres de l'étude et leurs réserves en relatif de cet arbre de référence. Et donc, ce qui nous permet de montrer que, au cours du dépérissement, la croissance radiale ici diminue plus rapidement et plus précocement que les réserves carbonées, mais que celles-ci finissent tout de même par diminuer au cours du dépérissement jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel la probabilité de mortalité augmente très fortement. Par ailleurs, une des principales hypothèses de ce travail était que le niveau de réserve carbonée favoriserait la résilience de la croissance radiale à la sécheresse. Ce qu'on a observé, mais pas de façon significative, mais avec une relation assez faible, ce qui est un peu surprenant par rapport à ce qu'on s'attendait. Mais on a une hypothèse pour expliquer cette observation, qui est en lien avec la quantité de carbone assimilée par les arbres. Donc on sait qu'en situation de sécheresse, la croissance est sacrifiée au profit du stockage, et donc que cette fonction stockage, elle est souvent privilégiée par rapport à la croissance. En conséquence, les arbres, les hêtres, pour la plupart des individus, alloueraient des quantités de carbone vers la fonction de stockage similaires, peu importe leur niveau d'assimilation de carbone. Mais chez ceux, comme à droite, qui assimilent de plus faibles quantités, potentiellement parce qu'ils ont un déficit foliaire plus marqué, donc moins de surface foliaire, il reste moins de carbone disponible pour alimenter la fonction de croissance, alors que chez les arbres, avec une meilleure assimilation de carbone, la quantité de carbone disponible pour la croissance est plus importante, et donc on mesure chez ces individus une plus forte résilience de la croissance à la sécheresse. Mais malheureusement, nous n'avons pas la connaissance de la quantité de carbone assimilée par les êtres, et ce serait une information très utile à connaître pour répondre à cette question et vérifier cette hypothèse. Enfin, voici, je vous ai montré tout à l'heure ce graphique qui représente de façon un peu théorique la diminution des réserves, de la capacité, de la disponibilité en eau et en défense au cours du processus de mortalité. Et tout est exprimé en relatif. Sauf que nous avons quand même progressé dans notre compréhension des dépérissements, parce qu'on peut mettre des chiffres sur ce graphique. Et en particulier sur la partie réserve carbonée. Et donc, notamment, maintenant, nous avons vu que ce seuil de mortalité, ce seuil de basculement physiologique, il pouvait être atteint au bout de 2-3 années chez le être dans nos conditions, et que ce seuil, si on choisit une probabilité de mortalité de 25%, il se situe autour, à 0,94 grammes de glucides non structuraux pour 100 grammes de matière sèche. Et donc, c'est un début intéressant pour créer des indicateurs pour les dépérissements forestiers. J'en arrive à la conclusion de ce travail, où nous repartons encore une fois du trèfle et du dépérissement. Et donc, je fais figurer l'autre première question, qui était les attaques de ravageurs secondaires suite à la sécheresse de 2018-2020 modifient l'allocation du carbone aux fonctions de croissance, stockage et reproduction. Et donc, dans le premier temps, l'aléa qui nous intéresse, c'est la sécheresse de 2018 à 2020, qui ont eu des conséquences sur les fonctions de stockage, croissance, reproduction, notamment une diminution de la quantité de carbone de stockage de réserve et une diminution de l'allocation du carbone à la croissance. En revanche, nous n'avons pas observé de différence d'allocation à la reproduction. Donc, en plus de cette sécheresse, une partie des hêtres ont été attaqués par les insectes cambiophages, et nous avons étudié 2 facteurs de vulnérabilité, où en effet, les arbres qui avaient la croissance radiale avant la sécheresse la plus faible étaient davantage attaqués par les insectes cambiophages. Et nous avons potentiellement, ces réserves carbonées jouent aussi un rôle de facteur de vulnérabilité, même s'il nous est difficile de savoir si les arbres qui avaient des faibles réserves carbonées avant la sécheresse ont été davantage attaqués
par les insectes ou si les attaques d'insectes ont provoqué une diminution de la concentration des réserves carbonées. Mais c'est possiblement les deux effets à la fois. Par contre, nous n'avons observé aucune différence d'allocation du carbone à la reproduction en fonction de la classe d'attaque biotique. J'en viens à notre deuxième question, qui était: les réserves carbonées sont-elles impliquées dans un seuil de basculement physiologique entre la mort et la résilience des hêtres à la sécheresse? Seuil de basculement représenté ici. Et donc, nous avons considéré un troisième facteur de vulnérabilité, qui était le fort déficit foliaire, et qui est une conséquence des sécheresses de 2018-2020. Et donc, nous avons observé que ces trois facteurs étaient justement augmenter la probabilité de mort des hêtres après les sécheresses de 2018 à 2020, en particulier pour les individus qui avaient des faibles concentrations en NSC et une faible croissance de stress. Et ensuite, j'arrive à la grande question de la thèse, c'est: peut-on considérer le hêtre comme étant résilient à la sécheresse de 2018-2020? Eh bien, la réponse à ces questions est assez compliquée, parce que au cours de la thèse, nous avons balayé un large gradient de conditions écologiques, et notamment, nous sommes rendus dans les peuplements dévastés par le dépérissement avec des taux de mortalité très importants, et d'autres où, au contraire, aucun symptôme n'était observé. C'était notamment le cas dans le troisième dispositif de la thèse que je n'ai pas pu vous présenter ici, qui était celui de S, où, comme vous pouvez constater ici, les hêtres ont encore une très forte productivité dans ce massif et ne montrent aucun signe de dépérissement. Mais malgré cela, à S, comme sur les autres sites étudiés, nous avons constaté une diminution de la croissance radiale du hêtre depuis au moins une dizaine d'années. Donc c'est difficile de dire à quel point cela est inquiétant quant à l'avenir du hêtre dans le quart nord-est de la France, mais cela montre tout de même que les conditions écologiques se sont dégradées pour cette espèce depuis au moins une dizaine d'années. Donc même si l'avenir du hêtre n'est peut-être pas complètement compromis sur l'ensemble de la région, certaines stations apparaissent comme vulnérables et qu'il faut rester prudent quant à l'évolution pour cette espèce, comme on observe à l'évolution de la croissance. Donc, je reprends une dernière fois le trèfle du dépérissement, mais cette fois-ci, il est possible de faire figurer un quatrième pétale, qui est celui des solutions. Donc, même si la thèse n'a pas un but vraiment opérationnel, certains résultats peuvent être quand même intéressants pour nous aider à améliorer la gestion du risque de dépérissement du hêtre. Et donc, parmi ces informations, ce qu'on a observé dans le troisième volet de la thèse, c'est que sur des très bonnes stations, le hêtre est encore tout à fait productif, même chez les vieux individus. Et donc, ce qui fait que le hêtre n'est pas encore vulnérable sur l'ensemble des stations forestières dans le quart nord-est de la France. De plus, nous avons observé que le déficit foliaire traduisait un déclin des arbres seulement s'il était d'au moins 75%. Et chez ces individus dont le déficit foliaire est de 75% ou plus, le risque de mortalité augmente, mais à court terme, il est relativement faible. Par contre, il y a très peu d'accroissement en diamètre est attendu chez ces individus. Et enfin, plusieurs perspectives à ce travail existent, et notamment une pourrait être de développer des indicateurs physiologiques pour essayer d'anticiper quels arbres sont les plus vulnérables et risquent le plus de dépérir. Donc nous sommes intéressés au déficit foliaire comme indicateur, mais je pense qu'il pourrait être amélioré, parce que de la façon dont il est mesuré actuellement, on se concentre uniquement sur la partie du pied dit à la lumière, donc la partie supérieure. Mais en réalité, surtout dans des peuplements dépérissants, où la surface foliaire du peuplement va fortement diminuer, en fait, l'ensemble du houppier fait de la photosynthèse. Et donc, il pourrait être intéressant de retravailler cet indice de façon à mieux mesurer la quantité de feuilles et donc la quantité de photosynthèse réellement réalisée par les hêtres. Mais comme nous avons aussi montré que les concentrations structuraux étaient un bon prédicteur de mortalité, on pourrait aussi développer d'autres indicateurs potentiellement en utilisant ces réserves, même si aujourd'hui la partie technique est difficile à réaliser. Et donc, j'en viens à la fin de cette présentation. Donc, d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce travail de thèse. Donc, notamment, merci à mes deux encadrantes, Katie et Nathalie. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, parfois de loin, et pour votre attention.
Merci.